En tout cas, tout à l'heure, voilà, il est 11 heures passées de 7 minutes. Nous avons notre deuxième invité du jour, Monsieur Francis Hérette, avec qui on va échanger sur comment le leadership amener nos enfants à être des leaders positifs. C'est important parce que nous, parents d'élèves, on ne rêve que de ça. C'est le rêve de la plupart, de beaucoup de parents, c'est d'avoir de voir leurs enfants devenir des leaders, pas seulement des leaders, mais des leaders positifs. Parce que quand on dit leader positif, c'est ceux-là qui peuvent impacter les gens positivement. Tous parents rêvent de ça. Moi, j'ai des enfants adolescents. Moi, je rêve de ça. Si moi, mon fils fait impacter les gens positivement, je serai une mère comblée sur la terre. Francis, bonjour. Bonjour Mireille. Bienvenue. Bonjour Monsieur Hérette. Merci, bonjour Calvino. Oui. Alors aujourd'hui, on parle du rêve. C'est le rêve de beaucoup de parents. Le rêve de beaucoup de parents qui est de devenir des leaders positifs aujourd'hui. Alors pourquoi obtenons-nous ce que nous ne voulons pas, Francis? Eh bien, nous obtenons ce que nous ne voulons pas parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour obtenir ce que nous voulons. Mais nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Francis s'embrouille le cerveau déjà. Non, c'est clair. Doucement. J'explique. Généralement, nous avons des rêves, parfois de très grands rêves. Et vous savez que le rêve est la résultante d'un certain nombre d'actions, de comportements et de croyances. Alors, lorsqu'on a dans un rêve, nous devons arrimer nos comportements, nos croyances et nos actes afin qu'il y ait une certaine symbiose qui va aboutir à la réalisation du rêve. Lorsque nous sommes en déphasage avec un rêve, c'est-à-dire à travers nos comportements, à travers nos actes, alors nous allons plutôt nous éloigner du rêve. C'est pourquoi il ne suffit pas de rêver, mais se donner également les moyens de pouvoir réaliser son rêve. Et cela passe par ces trois paramètres que j'ai cités tantôt, c'est-à-dire les croyances, les comportements et les actes. Lorsqu'il n'y a pas cette symbiose entre les comportements, les croyances et les actes, alors nous serons en déphasage avec notre rêve. C'est un peu ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu. Et puis après, il faut analyser d'autres paramètres que je vais évoquer pendant la présentation, afin que nous sachions tous ce qu'il faut faire, parce que tout est possible. Tout ce que nous voulons est possible. Mais en général, c'est nous qui nous limitons. Quand je dis que nous nous limitons, il y en a qui disent non, moi je ne me limite pas, moi je vais m'ouvrir. Non. On peut vouloir quelque chose de façon consciente, mais sur le plan inconscient ou de façon inconsciente, plutôt se battre pour s'en éloigner. Donc, il est important de prendre la mesure des choses afin de pouvoir définir un plan d'action qui nous permet d'aller vers ce que nous voulons. Parce qu'il faut retenir que la plupart des gens veulent des choses, mais s'en éloignent tous les jours. De façon inconsciente. Et lorsque vous voulez des choses, en général, vous n'avez pas le temps parfois de les manifester dans votre vie parce que c'est à un niveau très conscient. Or, il faut que ça descende vers le niveau subconscient afin que ce que vous voulez, afin que votre rêve épouse votre être, épouse votre pensée. Et puis après, la manifestation se fait de façon très naturelle et très facilement. Je vais expliquer davantage lorsque je serai dans le corps de ma présentation. Voilà, donc comment préparer donc un enfant à devenir un leader positif demain? Voilà. Alors, tous les parents, la plupart des parents du moins, rêvent d'avoir des enfants qui seront des leaders demain, des leaders positifs, parce qu'il faut une différence entre les leaders négatifs et les leaders positifs. Voilà. Les leaders qui ont appris à placer l'être humain au centre de leurs préoccupations sont des leaders positifs. Parce que l'homme
c'est l'homme qui bénéficie de tout ce qu'ils font. Ils ont en tête de faire de la vie de ceux qui les côtoient une vie meilleure. Donc ils veulent contribuer au bonheur des autres. Ils veulent contribuer à l'édification des autres. Et comme ça, ils vont donc favoriser la transformation personnelle de tout ce qu'ils impactent. Ils vont contribuer à éclairer des gens davantage. À ce moment, on parle de leadership positif. Cependant, il y a des gens qui sont à la recherche d'un pouvoir qui leur permet plutôt de manipuler les autres ou de mettre les autres à leur service ou mieux les asservir. Alors, à ce moment-là, on parle de leadership négatif parce que ils ont la capacité de pouvoir impacter des gens, ils ont la capacité de pouvoir motiver, mais ils préfèrent plutôt se servir des personnes pour atteindre des objectifs parfois assez égoïstes. À ce moment-là, nous parlons donc de leadership négatif. Alors, lorsqu'on parle de leadership, on parle du rêve des parents de faire de leurs enfants des leaders. Entre le rêve des parents... On va sur quoi là, maintenant? Le troisième. Voilà. Le troisième, c'est le prochain. Entre le rêve et la réalité... Le troisième? Oui. Là où c'est en rouge? Exact. Après le rêve de la plupart des parents, oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'il écoute même? D'accord. Donc, entre le rêve... Voilà. Entre le rêve des parents et la réalité, il y a un très grand fossé. Je parlais de ceci. Le rêve et réalité. Rêve et réalité. Oui. Les parents sont dans le rêve de faire de leurs enfants des leaders positifs. C'est très fort. Et malheureusement, beaucoup de parents sont déçus, sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir ce rêve. Je vais vous raconter une histoire. En tant que coach professionnel, 70% de ma clientèle, c'est des entreprises. Et j'ai quand même 10% de ma clientèle qui sont des particuliers. Et donc, j'ai régulièrement des parents qui viennent à mon cabinet et qui me demandent une chose, qui me demandent un service. Coach, aidez-moi à faire de mon enfant un leader. Aidez-moi à transformer mon enfant en quelqu'un de bien. Et quand je le demande en général, c'est quoi l'image que vous avez de votre enfant? En quoi aimeriez-vous le transformer? Quelles sont les qualités que vous aimeriez voir chez votre enfant? Et quand vous le demandez, vous posez la question, pour eux, c'est une réponse. La réponse coule de source, elle va de soi. Mais ils se disent, mais oui, je veux que mon enfant soit travailleur, comme ça quand il sera adulte, il sera travailleur, qu'il puisse conduire les gens qui seront sous lui. J'aimerais qu'il soit un visionnaire, j'aimerais qu'il soit tolérant, j'aimerais qu'il ait de bonnes relations, qu'il ne se fasse jamais manipuler. Et en général, je leur dis, c'est très bien. Mais vous savez, on ne devient pas leader du jour au lendemain. C'est un processus qui commence généralement à la maison. Et donc, si votre enfant n'a pas déjà un modèle à la maison sur lequel il pourrait s'inspirer, c'est un peu difficile. Parce que l'apprentissage comprend deux volets. Vous avez un volet conscient et un volet inconscient. Et donc, lorsque vous, parents, vous me demandez de vous aider à faire de votre enfant un leader,
moi, comme coach professionnel, j'ai des outils que je mettrai à disposition de votre enfant, mais il est important que vous soyez le modèle. À ce moment, nous allons travailler de sorte que l'enfant aura de façon consciente et à la fois inconsciente un modèle face à lui qui va l'inspirer et lui permettre de développer les qualités, les comportements, les croyances des leaders. Et en général, quand je dis ça aux parents, ils sont quelque peu déçus, Oui. parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas un bâton magique que je vais utiliser pour transformer leurs enfants en leaders. Et c'est là où commence le travail. Et c'est justement là où commence donc ma présentation. Wow. Entre rêve et réalité, ou pourquoi obtenons-nous ce que nous ne voulons pas? Alors, les désirs des êtres humains sont généralement des fantasmes. Pas tous, mais c'est généralement des fantasmes. Alors pourquoi? Parce que il est très facile de désirer quelque chose, mais il est plus difficile de vivre ce que l'on veut. Parce que pour vivre ce que l'on veut, il faut être en harmonie avec ses valeurs, avec ses croyances, et par conséquent poser des actes qui reflètent ses valeurs et ses croyances. Et lorsqu'il y a donc déphasage entre ce que nous croyons intimement et les actes que nous posons, il n'est pas possible, je ne vais pas dire impossible, je vais dire il n'est pas possible, alors il sera difficile de pouvoir réaliser son désir. Et la plupart des parents sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes et qu'il leur est difficile d'obtenir. Et à plus forte raison, faire en sorte que leurs enfants soient le miroir de ce qu'ils veulent. Prochain slide. Le quatrième. Il s'agit de quoi? Comportement. Nos comportements sont inconscients. Nos comportements sont inconscients. Voilà. Nous transmettons inconsciemment nos valeurs à nos enfants. Oui. Alors, lorsqu'on aimerait que notre enfant soit un leader, lorsque nous préparons notre enfant au leadership, nous devrons prendre en compte deux choses. La première chose, c'est que le leadership se manifeste par un ensemble de comportements, de croyances et d'actes. Ça veut dire qu'on ne peut pas se proclamer leader si nos actions n'expriment pas le leadership, si nos actes ne confirment pas le leadership, si nos croyances ne sont pas en phase avec l'idée de leadership que nous avons. Et donc, inconsciemment, nous transmettons des valeurs à nos enfants. Vous savez que les êtres humains, ce sont les valeurs qu'ils ont. Nos valeurs sont la manifestation de qui nous sommes au plus profond de nous. Lorsque vous côtoyez des gens, il suffit de les voir en action une, deux fois pour pouvoir deviner leurs valeurs. Lorsque des gens posent des actes, ces actes sont motivés par leurs valeurs. Les valeurs, ce n'est pas des choses qu'on voit, ce n'est pas physique, mais nos comportements sont la manifestation des valeurs qui nous guident. Et c'est pourquoi on dit en général que
nos valeurs sont notre boussole. Oui. Parce qu'en fonction de ce qu'on veut obtenir dans la vie, en fonction d'où on veut aller, il faut faire un travail sur nos valeurs. Ce que vous valorisez détermine qui vous êtes. Ça, c'est scientifique, c'est mathématique. Ce que vous valorisez détermine qui vous êtes. Qui vous êtes. Alors, lorsqu'on a donc pour rêve, lorsqu'on aimerait que notre enfant devienne un leader, il faut se poser la question, est-ce que le comportement que moi, parent, j'ai, est-ce que ce comportement pourrait faire de mon enfant un leader? Parce que vous êtes comme un miroir pour votre enfant. Votre enfant va copier de façon consciente et inconsciente vos comportements et vos valeurs. Et sachez que tous les parents, partout où vous vous trouvez, dans votre famille, dans votre maison, votre domicile reflète vos valeurs. Vos enfants reflètent vos valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui nous caractérise. Et en général, nous transmettons nos valeurs de manière inconsciente. Prenez un parent qui a peur de l'argent, comme c'est souvent le cas, à cause de certaines croyances limitantes. Un parent finit par avoir peur de l'argent et donc va tenir un discours qui va dévaloriser les efforts de ceux qui travaillent pour gagner assez d'argent. Oui. Et donc, l'enfant va capter ses valeurs de façon inconsciente. Et lorsque cet enfant va se retrouver dans un milieu où les gens ont d'autres valeurs par rapport à l'argent, il va s'exprimer de façon inconsciente et il va trahir l'éducation qu'il a reçue. Vous voyez, souvent, pendant longtemps, on nous a fait croire que ceux qui avaient beaucoup d'argent étaient des personnes malhonnêtes. Que ceux qui étaient riches étaient des personnes sans conscience. Et donc, nous avons associé la recherche de l'argent à des valeurs négatives. Oui. Eh oui. Conséquence, nous avons donc construit dans notre subconscient la peur de l'argent, à telle enseigne que lorsque quelqu'un vous dit qu'il travaille dur pour gagner beaucoup d'argent, vous allez d'une manière ou d'une autre l'amener à culpabiliser. Parce que vous croyez, vous êtes intimement convaincu qu'en fait, chercher beaucoup d'argent n'est pas bien. Et que l'argent, c'est mauvais. Et certains sont allés jusqu'à bâtir des théories assez rigoureuses pour prouver qu'en fait, ceux qui avaient beaucoup d'argent ou ceux qui aspiraient à beaucoup d'argent étaient des personnes malhonnêtes, étaient des personnes cyniques, alors que ça n'a rien à voir. Parce que l'argent en soi n'est pas une valeur. L'argent en soi n'est ni mauvais ni bien. Tout dépend de ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait. Et donc, à un moment donné, c'est grâce à la réflexion, c'est grâce à la réflexion critique qu'on arrive parfois à casser certaines valeurs qui ne nous ont pas aidés ou qui nous ont enfoncés et qu'on appelle en général des croyances limitantes. Et donc, lorsque nous transmettons inconsciemment nos valeurs à nos enfants, ce qui est inquiétant, c'est de savoir quelles sont ces valeurs que je transmets à mes enfants. Est-ce des valeurs qui vont les rendre autonomes, qui vont leur ouvrir l'esprit, ou est-ce des valeurs qui vont les limiter? Est-ce des valeurs qui vont plutôt les enfoncer vers le pessimisme, vers un cycle pessimiste? Et donc, lorsqu'on a réussi donc à faire l'inventaire de ses propres valeurs, à ce moment, on peut commencer à faire des ajustements pour voir quelles valeurs on devrait transmettre à l'enfant, quelles valeurs ne pas transmettre à l'enfant. Nos comportements sont inconscients. Ça veut dire qu'en fait, parfois, nous transmettons une vision du monde à nos enfants
qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui est plutôt notre propre construction et qui découle de ce que nous avons reçu nous-mêmes comme éducation. Voilà. Et c'est pourquoi il est important de toujours se demander, est-ce que je prépare mon enfant à une ouverture au monde, ou alors je suis en train de le séquestrer, ou je suis en train de réduire son champ d'action? Est-ce que je transmets à mon enfant la peur que moi j'ai intériorisée, ou je suis en train de transmettre à mon enfant le courage? Est-ce que je suis en train de transmettre à mon enfant un minimum de rigueur qui lui permettra d'affronter la vie en victorieux, ou alors je suis en train de lui transmettre mes tares qui feront de lui toujours un retardataire, qui feront toujours de lui quelqu'un qui n'a pas confiance en lui parce qu'il aura peur de dire ce qu'il pense et de manifester sa joie ou de prendre position face à des questions cruciales de la vie. Et donc, les valeurs, la vision, les comportements viennent d'abord du parent. Donc, le premier socle qui permet à l'enfant de se construire pour affronter la vie demain vient des valeurs, de la vision et des comportements. Maintenant, vous avez deux catégories de valeurs. Vous avez les valeurs handicapantes ou les valeurs limitantes, qui sont cet ensemble de valeurs-là qui ont été construites sur la base des croyances limitantes et handicapantes. Des choses qui ne nous aident pas à avancer. Des choses qui nous ferment par rapport au monde. Des choses qui nous rendent prisonniers des situations que nous n'avons pas désirées. Nous avons, sur le plan culturel, nous avons beaucoup d'a priori que nous avons intériorisés sans faire des vérifications préalables. Et en général, elles n'ont aucun fondement scientifique, elles n'ont aucun fondement rationnel, et finalement sont plutôt des cellules dans lesquelles nous nous embrigadons. Lorsque vous transmettez des valeurs dynamisantes à vos enfants, lorsque vous leur transmettez des valeurs autonomisantes, vous allez constater que vos enfants ont tendance à s'ouvrir. Vos enfants ont tendance à être courageux. Vos enfants ont tendance à réfléchir sur des questions assez complexes et de trouver des réponses par eux-mêmes. Ça, c'est grâce à des valeurs, j'ai bien dit des valeurs autonomisantes ou des valeurs dynamisantes. C'est des mots, c'est des synonymes dans ce contexte, dynamisant et autonomisant. Et ont pour contraire direct les valeurs handicapantes ou les valeurs limitantes. Parce que lorsqu'on est déjà limité dans sa pensée, lorsqu'on est limité dans sa croyance, automatiquement, nos actes seront limités et limitants. Et nous passons au prochain point. Alors, la question que je pose aux parents, c'est un exercice facile mais rigoureux parce qu'il demande beaucoup il demande à ce qu'on soit objectif. Essayez de faire l'inventaire de vos valeurs, l'inventaire de vos comportements, l'inventaire de vos croyances. Quand vous le faites, prenez 2-3 jours, parfois une semaine à le faire. Comment cela se passe-t-il? Vous prenez du papier avec un stylo ou un crayon à papier et posez-vous des bonnes questions. Qui suis-je en réalité? Quelles sont les choses auxquelles je crois? Quelles sont les choses qui ont de la valeur pour moi? Quelles sont les choses qui pourraient me caractériser en tant qu'être humain? Et chaque fois que des mots vous traversent l'esprit, vous les notez. Vous les notez. À force de les noter, vous finirez par avoir 2-3 pages
avec plein de notes. Et puis après, vous commencez à les recenser et à les classer. Et là, vous aurez réussi à faire l'inventaire de vos valeurs. Maintenant, les valeurs sont la conséquence de nos croyances. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une valeur, cette valeur s'est installée ou a été programmée par une croyance. Et c'est pourquoi il est parfois très simple d'aider quelqu'un parfois à changer une de ses valeurs. Il faut simplement aller à la racine, c'est-à-dire interroger la personne afin de trouver la croyance qui a installé ou qui a construit cette valeur. Une fois que c'est fait, on retrouve et on peut isoler. Et c'est pourquoi dans le coaching PNL, nous avons des exercices parfois avancés qui consistent à aider un client à changer ou bien à améliorer son système de valeurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Les comportements autonomisants ou encore dynamisants sont dans l'ensemble des comportements que vous, parents, vous aimeriez transmettre à votre enfant afin qu'il soit demain un leader positif. Mais si vous ne prenez pas conscience de ce processus de transmission de valeurs, vous risquez passer votre temps plutôt à transmettre les comportements limitants et handicapants, qui ne fera jamais de votre enfant un leader, mais plutôt un suiveur. Et ça énerve les parents d'avoir des enfants suiveurs. Mais c'est un processus très simple, c'est un processus scientifique qui s'explique très facilement. Lorsque vous n'arrivez pas à avoir une vision, lorsque vous n'arrivez pas à structurer votre vie, lorsque vous êtes facilement malléable, lorsque vous manquez de confiance en soi, vous devenez automatiquement un suiveur. Parce que celui qui a une vision pour sa vie, celui qui a une vision pour ce qu'il doit faire, celui qui pose des actes qui sont en congruence avec ses idées, avec sa vision, avec ses idéaux, celui-là est automatiquement un leader. Donc, c'est soit pile, soit face. Il n'y a pas moyen d'être à mi-chemin. Donc, c'est pourquoi il est important pour les parents d'abord de faire un travail rigoureux sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont le miroir, ils sont la plateforme qui va inspirer les enfants. C'est parfois difficile d'expliquer à un parent que son enfant ne sera pas comme l'enfant du voisin. Parce que l'enfant du voisin est le miroir de ce que ses parents sont. Et que si l'enfant du voisin est courageux, travailleur, si l'enfant du voisin lit un livre, lit un roman toutes les 4 semaines et fait un compte rendu de lecture à son père, c'est parce que son père ou sa mère est d'abord un lecteur. Il est difficile de fabriquer un lecteur chez soi lorsque soi-même on n'est pas un lecteur. Wow. Donc c'est aussi simple que ça. C'est clair. Donc les comportements limitants que nous observons et que parfois nous détestons chez nos enfants sont très souvent des comportements que nous leur avons transmis. Prenons l'exemple très simple. Vous arrivez dans une famille, les enfants sont très polis et ils vous disent bonjour tonton, bonjour tata, comment allez-vous? Aimeriez-vous boire un verre d'eau? Je peux vous servir un jus? Vous voyez, c'est des enfants qui sont en fait en train de refléter ce qu'ils vivent tous les jours. Et lorsque vous allez dans telle famille, parfois vous êtes admiratif de tels enfants. Vous dites, mais comment ils ont fait pour être aussi gentils, aussi généreux? Comment les enfants peuvent être aussi polis? Alors que moi je connais des enfants qui ne vous disent pas bonjour le matin, qui, quand vous arrivez chez eux, c'est à peine s'ils vous croisent du regard. Oui, s'ils vous regardent même. Eh bien, c'est parce que dans ce genre de maison-là, c'est le comportement qui est affiché. Oui. Et donc, l'enfant ne fait que reproduire. Et donc, un enfant qui a du mal déjà à saluer, c'est parfois parce qu'il n'a pas appris à saluer chez lui. Donc,
dans son cocon familial, la politesse n'est pas une valeur. Et conséquence, on n'a pas ce qu'on n'a pas. On n'a pas de parents polis, il nous sera difficile d'être poli. À l'inverse, quand on a des parents polis, on a des parents qui lisent, on a tendance à lire. C'est tout à fait naturel. Vous n'allez pas demander à un enfant d'aller acheter des journaux à lire lorsque vous-même, vous n'arrivez pas à lire une page de journal. Les leaders sont des gens qui lisent. Donc, un enfant qui a appris à lire déjà dès le bas âge dans la cellule familiale va continuer à lire. Mais celui qui n'a jamais lu, qui ne veut pas lire, à qui on n'a pas transmis la lecture comme étant une valeur, ne comprendra jamais à quoi ça sert de lire. Donc vous voyez que c'est très important pour les parents de se préparer à refléter le leadership qu'ils aimeraient que leurs enfants manifestent. Préparez vos enfants au leadership positif en leur transmettant des valeurs qui induisent des comportements autonomisants ou des comportements dynamisants. Parce qu'il est important, il ne suffit pas d'acheter à un enfant un livre sur le leadership et que vous attendiez à ce qu'il, après avoir lu, qu'il commence à développer comme ça, de façon miraculeuse, des comportements de leader. Non. C'est un processus. Et c'est pourquoi je voudrais partager ici quelques pistes, quelques techniques qui vous permettront déjà, de vous-même, vous parents, de vous remettre en question, parce que votre développement personnel n'est pas qu'une science, n'est pas qu'un fantasme, mais c'est quelque chose qui devrait se passer de façon régulière afin que vous soyez, pour vos enfants, déjà un miroir. J'ai eu à interroger une trentaine de jeunes leaders qui ont entre 30 et 40 ans. Je l'ai fait il y a de cela 2 semaines. Et la semaine dernière, j'en ai encore interrogé 10. Donc au total, j'ai fait 40 interviews de jeunes leaders âgés de 30 à 40 ans. Et le résultat de l'interview est quand même assez parlant. J'ai constaté, tous m'ont dit de façon unanime qu'ils avaient reçu de leurs parents des comportements, des croyances, des idéaux qui leur ont permis déjà de commencer à bâtir leur leadership et à le consolider à l'âge adulte. Il y en avait qui m'ont expliqué qu'ils ont appris à être ponctuels à la maison parce que leurs parents étaient des personnes très ponctuelles, des personnes qui respectaient les rendez-vous, des personnes qui n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle 2-3 fois la même chose. Certains m'ont révélé, parce que vous savez, les leaders sont des gens qui ont une vision sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et la plupart d'entre eux m'ont certifié que c'est à la maison que c'était pour leurs parents un réflexe. Donc, ce n'était pas un effort à faire, mais que les parents avaient l'habitude de discuter des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et aussi à leur demander leurs projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et cela régulièrement. Alors, lorsque la planification devient un exercice familial, il est difficile pour un enfant de ne pas suivre. Donc, ceux qui ont eu des parents qui étaient à cheval sur l'heure sont devenus des leaders très ponctuels. Ceux qui ont eu des parents qui étaient à cheval sur la planification sont devenus des as, à pouvoir planifier à moyen terme, à court terme, à long terme. La tolérance, par exemple, la plupart de ces leaders-là m'ont assuré qu'en fait, c'est parce qu'ils ont grandi dans des familles où la tolérance était une valeur cardinale, qui ne se proclamait pas, mais qui se vivait au quotidien. Alors, donc,
après avoir interrogé ces 40 leaders, je suis arrivé à la conclusion, qui était déjà celle que j'avais avant de commencer les interviews, parce que je voulais me rassurer que ce que j'avais pensé, ce que j'avais lu et que j'avais moi-même aussi appris de mes propres parents qui m'avaient transmis des gènes du leadership dès ma tendre enfance, je voulais me rassurer que ce n'était pas juste une fixation que j'avais. Et donc, et après, je suis passé au deuxième exercice et je leur ai demandé, après avoir reçu de vos parents cet héritage-là qui a contribué à faire de vous des leaders, comment est-ce que vous vous arrangez, vous vous organisez pour également transmettre ce même héritage à vos propres enfants? Et là, j'étais stupéfait. Ils sont tellement, tous les 40, ils sont tellement conscients de leur héritage qu'ils ont mis sur pied des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir amener leurs enfants à pouvoir développer également les mêmes comportements, les mêmes réflexes, les mêmes croyances. Et ça fait que vous avez l'impression que certaines personnes sont nées pour être des leaders. Mais en fait, il s'agit ici d'une culture que les parents ont mise en place et que ceux qui ont hérité vont également transmettre à leurs enfants. Et c'est en cela que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas du hasard, c'est pas simplement quelque chose de réfléchi, mais c'est culturel, c'est familial. Et c'est pourquoi on a parfois tendance à constater que il y a des familles de leaders où le leadership semble être un phénomène acquis. Et à l'inverse, des familles où des gens ont beaucoup de mal, ils ont peu de réussite, ils ne sont pas déterminés, ils sont paresseux, ils ont tendance à chercher des raccourcis, simplement parce que c'est devenu un phénomène culturel, un phénomène familial. Parce qu'ils ont également, tout comme les autres, ont hérité des comportements dynamisants, des comportements autonomisants. D'autres ont hérité également des comportements asservissants, des comportements limitants, des comportements handicapants. Jusqu'au jour où quelqu'un dans la famille décide de casser ce cercle-là afin d'évoluer vers un cercle plus vertueux. Mais là, ce sera l'objet d'une autre présentation, parce que cela est possible et c'est même assez louable. Et c'est en cela que parfois les coachs de vie sont très importants, parce qu'ils vous permettent justement de casser parfois des générations de comportements limitants, des générations de croyances limitantes. On connaît des familles ici où on a parfois pensé qu'ils étaient maudits, mais en fait, ils ont simplement hérité de ce qui ne leur permet pas d'avancer dans la bonne direction. Et donc, c'est pas la malédiction, c'est des phénomènes qu'on peut casser, on peut les aider à se reprogrammer, mais là, ça demande un travail vraiment assez spécifique et qui peut prendre du temps et beaucoup d'énergie. Alors, on passe à quelques techniques de transmission des valeurs. Alors, je vais me limiter ici à deux techniques, le mimétisme et la modélisation. Alors, le mimétisme, c'est une technique qui obéit à un processus inconscient. C'est-à-dire que l'enfant ou le jeune se retrouve dans une famille où les parents ont déjà des valeurs assez fortes, des valeurs dynamisantes, des valeurs autonomisantes. Et l'enfant va simplement copier sans s'en rendre compte. Et finalement, il va également refléter cela dans ses actes, dans ses comportements. C'est vrai. Et la deuxième technique, la modélisation, qui est un processus conscient. C'est-à-dire que ici,
le jeune et la modélisation très souvent s'opère à l'adolescence. C'est-à-dire que l'enfant de 0 jusqu'à 10-11 ans fait des choses par mimétisme. Et maintenant, pendant l'adolescence, l'enfant prend conscience et avec l'aide des parents, l'enfant commence à modéliser certains comportements. Et là, il faut également, on peut accompagner l'enfant parce que à ce niveau-là, c'est un peu délicat. Parce qu'on peut modéliser des choses qui vont nous enfoncer, des choses qui vont nous limiter, tout comme on peut modéliser des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous permettre d'atteindre des grands objectifs assez nobles. Et donc, lorsque l'enfant est dans l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 11, 12, 13, 14 ans, l'enfant commence à se poser des questions. L'enfant peut soit modéliser complètement ses parents, c'est-à-dire devenir comme ses parents, ou alors l'enfant peut décider d'aller à contre-courant de ses parents. Et à ce moment-là, le parent peut observer et de temps en temps aider à recadrer. Quand on parle par exemple de leadership, il y a des qualités de leader qui sont indéniables. L'humilité, la vision, la capacité à pouvoir se projeter, l'empathie sont des qualités. Et maintenant, pendant l'adolescence, un enfant peut décider de modéliser l'empathie de ses parents. Peut décider de modéliser la générosité de ses parents. Peut aussi décider de modéliser l'arrogance de ses parents. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi je vais faire une parenthèse. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de violence, il est très important pour les parents de comprendre qu'en fait, ils contribuent quelque part à des comportements violents de leurs enfants qui demain peuvent devenir des criminels. C'est pourquoi il est important de toujours se poser les questions suivantes. Est-ce que le comportement que j'ai va aider mon enfant à devenir quelqu'un de bien demain? Voilà. Si la réponse est non, alors arrangez-vous à casser ce comportement. Parce que sinon, votre enfant peut le modéliser. Et quand il va le modéliser, il va le refléter demain. On a eu des cas d'adultes violents qui disent qu'ils ont appris tout ça à la maison. Donc, parfois, vous êtes parent, vous êtes violent au degré 1, et votre enfant va chercher à être violent au degré 5. Et donc, vous imaginez. Donc, les comportements que nous avons sont quelque part des modèles pour nos enfants. Maintenant, à nous de choisir quels sont les comportements que nous aimerions que nos enfants modélisent. D'autant plus que souvent, les enfants modélisent un comportement parental sans demander votre avis, sans que vous le sachiez. Il y a des parents qui ont arrêté, par exemple, certains comportements à la naissance de leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants, demain, modélisent ces comportements-là. Et donc, si nous voulons aider nos enfants à devenir des leaders demain, il nous revient d'abord, nous-mêmes parents, d'avoir des comportements de leaders. Soyons des leaders et nous ferons de nos enfants des leaders. Parce que lorsqu'on est soi-même un leader, que l'enfant hérite de nous par mimétisme ou par modélisation, dans les deux cas, il sera dans ce que nous recherchons, c'est-à-dire le leadership positif. Mais comme la nature
parfois ne nous signale pas ce que l'autre est en train de voir ou de copier chez nous, alors il vaut mieux être dans le bon ou mieux dans ce que vous voulez afin que cela se passe de manière très naturelle. Donc voilà un peu ramassé ce que je voulais partager avec les parents ce matin. Avec peut-être quelques questions, je vais pouvoir répondre à des interrogations. C'est vrai qu'on n'a plus suffisamment de temps, mais je vais la dernière partie de cet exposé qui parle des transmissions des valeurs que nous, parents, nous pouvons donner à nos enfants par mimétisme, c'est de façon inconsciente, et par modélisation de façon consciente. Moi, j'ai vu, pour rappeler juste que il y a un monsieur, il y a une triste histoire du côté de l'Ouest, ce monsieur qui a battu ses enfants à mort, un est mort, et quand on l'a arrêté, après sa cavale, il a dit que c'est comme ça aussi qu'on lui faisait, son papa lui faisait. Et il a voulu faire la même chose que son père. Et finalement, son fils de 14 ans est décédé. Parce que son père, pour le taper, pour l'attacher, le ligotait. Donc, ça veut dire que nos parents, on devrait faire très attention même à ce que nous faisons. Oui. Tous les actes que nous posons. Oui. Surtout, même quand on parle aujourd'hui du libertinage sexuel qu'il y a aujourd'hui, ne nous mentons pas, nous les parents, qui sont pas mariés, on a une vie, si on rencontre aujourd'hui Jean, on l'amène à la maison, on rencontre Paul, on l'amène à la maison, on rencontre Édouard, on l'amène à la maison, et du coup ça rentre, on le fait de façon inconsciente, ça va d'abord par mimétisme chez l'enfant parce qu'on se dit il est petit, et par la suite ça va, être un modèle, ça va être un modèle, et il va te répondre, il va dire que sa maman faisait comme ça, ou son papa faisait comme ça. Donc ça veut dire que nous devons faire, c'est clair, faire très très attention. Est-ce que M. Hérette peut en quelques mots nous donner quelques valeurs que les parents peuvent inculquer aux enfants, peuvent se comporter pour que les enfants captent quelques bonnes valeurs? Je n'aime pas donner des leçons aux parents. Je pense que lorsque je parle des modèles, lorsque je parle des comportements dynamisants ou bien autonomisants, chacun sait ce qu'il peut mettre à l'intérieur. Par exemple, la loyauté, c'est une valeur qui peut aider l'enfant à devenir un leader. La vérité, le respect, la recherche de l'excellence. Ce sont des qualités qui permettent aux enfants de se démarquer et de devenir des leaders. Vous imaginez un enfant qui aime l'excellence, quand il va grandir, il aura toujours soif d'excellence. Un enfant qui est poli et humble sera toujours humble et aura tendance à être tolérant. Or, aujourd'hui, nous recherchons la tolérance comme une valeur cardinale dans notre société. Voilà, donc c'est un peu ça. Bravo. Merci Francis, c'était vraiment... Non. Merci. Et merci, et j'espère que le replay c'est tout à l'heure sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu voir, retrouver, c'est sur YouTube, vous l'aurez tout à l'heure. On s'arrête, merci d'être venu et merci aux téléspectateurs de nous avoir regardés. C'est nous qui tuons nos enfants, mais grâce. Soyons des modèles pour nos enfants et qu'ils soient des leaders positifs demain. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Dieu vous bénisse. Ciao.